Merci beaucoup, Gilles, pour la parole. Et je remercie les partenaires de nous avoir impliqués à ces webinaires, un cadre qui nous permet d'échanger autour de la décentralisation. Alors, je veux rapidement me présenter. Je suis Anastasie Manzanga. Je travaille au PNUD depuis un certain nombre d'années. Et donc, je suis dans le projet de développement au sein des Nations Unies depuis 2020, 2001. Et là, je gère le portefeuille dans lequel il y a la composante décentralisation et gouvernance locale depuis 2010. Donc, je suis à ma 13e année d'expérience. Nous avons commencé à l'avènement de la décentralisation. Nous avons vu comment ces processus a évolué en RDC avec un boom de 2008 jusqu'à en 2013. Et puis, à partir de ces moments-là, les choses ont commencé à changer. Alors, dans le cadre de cet échange, je voulais quand même partager une réflexion que nous avons menée en tant qu'acteurs, actrices de développement et que nous sommes en train de partager pour passer à une publication très importante et afin de renseigner ou d'aider les politiques publiques. Parce que la réforme de la décentralisation, c'est une politique publique importante qui peut faire entrer la RDC dans leur but du développement, mais qui nécessite quand même que les autorités puissent être alertées sur un certain nombre de choses. Et notre analyse a commencé depuis l'avènement de la décentralisation. Nous sommes ceux qui ont accompagné la décentralisation dès son démarrage, les plus donc, en collaboration avec pas mal de partenaires, l'Union européenne, la Banque mondiale. Nous avons été vraiment à l'aube de la décentralisation. Les premières lois qui sont sorties dans ces pays autour des années 2008, c'était vraiment avec l'appui du PNUD. Les cadres stratégiques de mise en œuvre de la décentralisation. Le premier forum qui a été organisé en 2007, nous l'avons appuyé. Et d'ailleurs, c'est ces forums-là qui a sorti des recommandations pour aider à asseoir cette réforme de la décentralisation. Mais quand la décentralisation a commencé à battre de l'aile, nous avons aussi aidé les gouvernements de l'époque à faire un état des lieux, un point quand même, après 10 ans de mise en œuvre, c'était en 2019, où est-ce qu'on en était rendu, quelles étaient les avancées qu'on pouvait enregistrer, quels étaient les défis et les mécanismes ou les approches à utiliser pour essayer de relever ces défis et quelles étaient les opportunités qui se présentaient à nous pour aider la nation congolaise à les transformer en produits permettant à ce que l'on booste la réforme de la décentralisation. À la suite de cet état des lieux-là, nous avons eu rapidement un forum national qui a réuni près de 600 personnes. Vraiment, on a invité les acteurs des terrains qui sont venus autour du président de la République, les présidents actuels, et c'était une année après la passation pacifique du pouvoir. Et il y a eu des engagements forts au niveau de la présidence de la République, au niveau du Premier ministre, au niveau des ministères, au niveau des acteurs locaux, tous ensemble, les chefs coutumiers, la société civile, tous ensemble se sont réunis, ils ont pris des engagements forts. Mais quelques années après ces forums de 2019, la situation n'a pas changé. La situation n'a pas changé. Là, on est resté dans la léthargie et jusqu'au moment où nous arrivons à ces forums. Alors, qu'est-ce que moi je voudrais partager avec la société civile? Il est vrai, nous avons renforcé la territoriale, nous avons travaillé depuis l'aube de la décentralisation dans ces pays. Il est vrai qu'il y a quand même les avancées, mais moi je voudrais aujourd'hui que nous puissions interroger l'ancrage de la décentralisation en RDC. Alors, ma réflexion va avoir comme thème les transferts des compétences et la viabilité économique des entités territoriales décentralisées dans les contextes de la décentralisation de 2008 à 2016. J'ai pris 2008 à 2016 parce que, au fait, c'est pendant cette période que nous avons eu en même temps les avancées et un engagement politique fort. En même temps, c'est pendant aussi cette période-là
que nous avons eu vraiment des défis, il y a eu un relâchement, il y a eu la baisse de la volonté politique, comme si la politique congolaise, les gouvernements congolais commençaient à interroger cette réforme-là. Est-ce qu'il ne fallait pas revenir à la situation d'avant la constitution de 2006? Est-ce qu'il ne fallait pas commencer à récupérer? Nous voyons la première action en janvier 2011, lorsqu'on a revisité la Constitution. Ça, c'était les premiers coups de la décentralisation de cette réforme en RDC. Et puis, s'en est suivi la mise en place des commissaires provinciaux. Et puis, on est revenu, la non-organisation des élections locales jusqu'à ces jours. Tout ça, ce sont des ingrédients qui nous ont poussés à fixer notre réflexion pendant cette fourchette de temps. Alors, notre présentation va tourner autour de 3 points. Je vais parler de l'introduction où on va essayer un peu de situer les cadres de notre réflexion. J'aborderai rapidement, vraiment rapidement, les cadres conceptuels pour essayer un peu d'aborder quelques notions clés en termes de transfert des compétences, en termes de la viabilité, et puis je vais atterrir par une conclusion. Alors, à l'introduction, je note ce qui suit. Nous avons connu, je l'ai déjà dit, je me le répète, mais rapidement, plusieurs avancées significatives. Il y a eu d'abord le forum de 2007. Il y a eu l'élaboration du cadre qui détermine la vision de la décentralisation en RDC et en 2009. Et c'est ce qui nous a permis d'avoir le cadre stratégique de mise en œuvre de la décentralisation avec ces 7 axes qui déterminent comment la RDC va conduire sa réforme pendant les 10 prochaines années. Et ça a été validé en 2010. Nous avons eu une stratégie de transfert des compétences en 2012 qui a permis quand même de situer ces transferts en allant progressivement. Il y a eu 4 secteurs qui ont été identifiés, qui devaient faire objet des transferts. Et après, on devait passer à l'évaluation pour voir comment les provinces et les entités territoriales décentralisées prenaient en charge leurs compétences. Il y a eu aussi la mise en route de la Caisse nationale de péréquation en 2016, et dont la caisse a été mise en place en 2015, mais les acteurs sont venus plus tard, en 2018. Pourtant, c'est en 2016 déjà que la caisse a été officiellement mise en place. Les cadres juridiques, il y a du bruit là. Apollinaire, si tu peux, s'il te plaît, couper le son de ton micro. Alors, les cadres juridiques avaient beaucoup évolué. Aujourd'hui, la décentralisation a un arsenal de 21, je crois, ou 22 lois qui sont promulguées et qui sont censées être mises en application. Donc, il y a eu beaucoup d'avancées qu'on a notées. J'ai noté les forums de 2019 aussi, qui a fait un certain nombre de constats. Et c'est ces forums-là qui a été pour nous un déclencheur. Lorsqu'on a regardé l'état des lieux réalisé en 2019 et les forums de décembre 2019, les constats ou les recommandations qui en sont sorties ont attiré notre attention en tant qu'acteurs de développement pour essayer de commencer à réfléchir davantage, à aller chercher les éléments de terrain par rapport à ce que nous avons fait comme appui et revenir pour proposer cette réflexion en public. Et ces cadres me donnent l'opportunité de la présenter. Alors, je vais passer rapidement au point qui suit, parce que le document va être partagé et vous aurez tous les éléments. J'ai évoqué les cadres. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à rendre cette réforme-là effective? Parce que c'est ça la question, et faire en sorte que les entités territoriales décentralisées, tenant compte de leur ancrage, puissent vraiment concourir au développement. Parce que nous savons bien, je l'ai dit dans mes notes que vous allez partager, la décentralisation en RDC, ces choix-là a permis de mettre ensemble ou de concilier les deux camps. Il y avait les fédéralistes et les unitaristes.
Et lorsqu'on est parti à Sun City, ces deux camps s'opposaient, alors il fallait trouver un juste milieu. Et je crois que la réforme de la décentralisation en RDC s'apparente vraiment à un régionalisme parce que ça a permis de conforter les deux idées qui émergeaient lors des négociations de Sun City. Et la décentralisation telle que conçue à travers la Constitution et les différentes lois qui s'en ont suivi démontre vraiment que la décentralisation en RDC a permis de concilier les deux camps, les fédéralistes et les unitaristes. Alors, quel changement on devait attendre de cette décentralisation? Si réellement les transferts des charges étaient proportionnels au transfert des ressources et l'engagement de l'État central pour financer les infrastructures devrait impulser le développement local, alors nous devions avoir la clé de voûte et les déclencheurs de cette viabilité des entités territoriales décentralisées. Le deuxième élément, c'est que si les capacités humaines et financières des entités territoriales pour exercer leurs compétences, parce que les défis se trouvent à ce niveau, on transfère les compétences, oui, c'est bien. On met en place les infrastructures. Faut-il encore avoir les capacités pour exercer ces compétences au niveau des entités territoriales? Et si les capacités sont là et qu'il n'y a pas un cadre de travail, un environnement approprié, un environnement viable, pour que ces experts puissent travailler et donner les meilleurs d'eux-mêmes, la décentralisation, la viabilité des entités territoriales décentralisées posera problème, d'où la décentralisation ne sera jamais effective. Et aussi, la prise en compte des besoins des communautés à la base. C'est-à-dire qu'il est important aujourd'hui pour assurer une bonne effectivité de la décentralisation et rendre les entités territoriales décentralisées viables, de prendre en compte les besoins des populations et de livrer des services de qualité, les services publics de qualité. Ces services publics, une fois livrés et qui sont de qualité, vont renforcer l'implication de la population à booster l'économie locale et à contribuer à la mobilisation des ressources, ce qui est un élément important dans la viabilité des entités territoriales décentralisées. Alors, comment la RDC peut procéder pour renforcer les capacités des ETD en les aidant à fournir les services de qualité aux populations, surtout les plus vulnérables, et promouvoir le développement économique local? C'est ça notre grande question. Alors, et qu'est-ce que nous avons fait pour répondre à cette grande question de viabilité? Nous avons pris un échantillon. On a travaillé sur 30 ETD tirés des 3 provinces. Les 3 provinces se retrouvent dans 3 pôles de la RDC. Il y a une province de l'Est, il y a une province du centre, le Kasaï oriental. À l'Est, nous avons pris le Nord Kivu et puis nous avons pris l'Équateur. C'est ces 3 provinces-là que nous avons pris comme notre échantillon. Et dans les 3 provinces, nous avons réuni 30 entités territoriales décentralisées. Ces entités, ce sont des entités qui ont eu l'appui du PNUD depuis 2008 et jusqu'au moment où le timing de notre étude est fixé. Le PNUD a travaillé avec ces entités territoriales décentralisées. Le PNUD les a accompagnées au jour le jour. On a essayé de les aider à mettre en place les infrastructures administratives. On a essayé de renforcer les capacités de peu d'expertise qu'on a trouvées. On a essayé de renforcer leur capacité en mobilisation de ressources propres et à bien les gérer. On a essayé de les aider à élaborer les budgets participatifs tout en impliquant les communautés, parce que les communautés, les populations bénéficiaires devaient être partie prenante. On les a aidés à mener les exercices de reddition des comptes, c'est-à-dire à chaque année, après avoir élaboré les budgets participatifs, ensemble avec la communauté, au bout de l'année, les autorités locales revenaient auprès de la même population pour rendre compte de la réalisation de ces budgets, de la manière dont ils ont exécuté les budgets et rendre compte de la manière dont ils ont à gérer les taxes, redevances et impôts qu'ils ont prélevés auprès de cette même population. Donc, c'est comme ça qu'on a eu à conduire ces entités. Et au bout de ce temps-là, quel est le constat qui en ressort? D'abord, avant d'aborder le constat, je voulais parler d'une situation qui est très frappante et que beaucoup n'abordent pas, c'est la situation des transferts des compétences. En 2012, on a mis en place une feuille de route pour transférer les 4 compétences clés aux provinces
et afin de leur permettre de commencer vraiment à exercer leurs compétences, étant donné que c'était des compétences exclusives. C'était dans le domaine de l'éducation, de la santé, développement rural et de l'agriculture. Mais quand vous regardez la manière dont le gouvernement national avait transféré les ressources aux provinces, parce qu'on n'a même pas pu, dans notre collecte des données, on n'a même pas pu avoir les informations des transferts au niveau des ETD. Au niveau des services de la direction des trésors, nous n'avons eu des informations qu'au niveau des provinces. Et c'était aux provinces maintenant à leur tour de transférer à leurs entités territoriales décentralisées. Et quand nous avons analysé la manière dont les provinces les niveaux centrales avaient transféré les ressources aux provinces, la situation vraiment est interpellatrice. Ça démontre que les ressources humaines et politico-administratives, les membres et tout ce qu'on a mis en place pour rendre une ETD fonctionnelle, c'est-à-dire les transferts des compétences, les transferts des ressources, n'étaient pas là. La réalité des transferts à travers la caisse de péréquation n'existait pas parce que la caisse, depuis 2016 qu'elle a été mise en place, les animateurs ont été nommés en 2018 et tout ce temps, la caisse n'a pas été fonctionnelle. Jusqu'à même aujourd'hui, elle peine à fonctionner. Les secteurs prioritaires qui ont été transférés au niveau sectoriel et leur prise en charge dans le développement économique local des entités n'a pas existé. Et quand vous regardez de 2010 à 2016, il y a les avancées en termes de transfert du niveau national, c'est-à-dire les ressources qui devaient provenir du niveau national vers le niveau provincial, n'ont servi au fonctionnement. Et il y a une petite quantité qui a été investie dans les infrastructures parce que pour rendre la décentralisation effective, je l'ai dit au début, il faut vraiment avoir les infrastructures. Sans les infrastructures, l'effectivité de la décentralisation posera problème et ça même, ça touche à la viabilité de ces entités. Alors, nous avons fait un petit exercice pour dire si nous avons une ETD type et nous identifions les compétences dont l'ETD a besoin pour fonctionner, avec toute l'administration qui était censée être mise en place selon la Constitution et les lois qui en découlent, nous voyons que l'ETD type devait être financé en dépenses du personnel, au moins à 31%, en dépenses du fonctionnement ordinaire à 53%, et en dépenses de mise en œuvre des prestations publiques dans les 4 secteurs prioritaires à 12%, et les transferts et interventions à 43%. C'est-à-dire que pour qu'une ETD soit vraiment fonctionnelle, en fonds fixes, on avait besoin de 358 731 226. Ça, c'est une analyse que nous avons faite. Nous avons pris une ETD en rassemblant toutes les compétences. Et nous avons aussi regardé les dépenses prévisionnelles d'investissement pour estimer, permettre à ce que l'ETD soit vraiment fonctionnel, que l'ETD soit au point et arrive à avoir des investissements pour renforcer la décentralisation et aussi pour assurer le développement économique local. Là, on a essayé de regrouper par la catégorie des trois provinces sur base de notre échantillon. Nous nous sommes rendus compte qu'on est loin de la réalité. Donc, les ETD n'arrivent même pas, avec la situation actuelle, à financer ces infrastructures-là. Et quand nous regardons… Excusez-moi, madame. Je suis en train de conclure. Oui, mais vous parliez des UTD, je voulais juste savoir ce que ça voulait dire. Entité territoriale décentralisée. Ah, ETD, parfait. Merci beaucoup. Je vous laisse poursuivre. Oui. Alors, je disais, j'ai pris juste l'année 2016 pour regarder la manière dont l'exécutif national a transféré les ressources aux provinces. Et nous notons dans cette analyse-là beaucoup de commentaires. Je vais tirer quelques commentaires. C'est que le budget voté au titre des crédits en faveur des provinces et des ETD a subi des diminutions systématiques entre l'engagement, la liquidation, l'ordonnancement et les paiements. Les crédits votés étaient inférieurs à celui engagé
et ces derniers, à celui ordonnancé, effectivement payé, viré au compte des provinces. Les données collectées ne nous ont même pas permis, je l'ai dit, d'identifier la quote-part qui revenait aux ETD. Parce que déjà, ce que les provinces recevaient était insignifiant. Et du coup, les provinces n'arrivaient même pas, avaient trouvé des arguments à ne pas transférer aux ETD, soit disant que les peu qui recevaient ne servaient qu'à payer le fonctionnement, à survivre. Il n'était pas question de financer, ils n'avaient pas la capacité de financer les investissements. Alors, la direction des préparations et des suivis du budget n'a pas été en mesure de nous fournir les données. Néanmoins, les informations à notre possession nous permettent de comprendre que le transfert a été réalisé pendant la fourchette des temps retenue dans notre étude et ce transfert-là allait crescendo, en diminuant. C'est-à-dire, quand vous allez de 2010 jusqu'en 2016, les transferts allaient crescendo en diminuant. Et non seulement ça, lorsqu'on a fait les découpages en 2015, la situation s'est encore empirée parce qu'on est passé de 11 provinces à 16 et la cagnotte qui était là devait être partagée, au lieu d'être partagée entre 11 provinces, plus la ville-province de Kinshasa, elle était partagée entre 26 provinces. Donc, c'était la même cagnotte, mais il fallait avoir un grand nombre pour les dispatcher. C'était un peu ça aussi la difficulté dans notre analyse. À cette époque-là, parce qu'il y avait un sursis du décret ramenant certaines villes ou agglomérations en entités territoriales décentralisées, on avait encore 1117. Mais la situation actuelle est de plus de 1400 entités territoriales décentralisées. Alors, et l'année 2010 à 2015, il y avait quand même une avancée, je le disais, mais à partir de 2015, après le découpage, la situation s'est empirée davantage. Je vais passer directement à la conclusion pour dire, et cette analyse, je le présente à la société civile. Pourquoi? Parce que M. Apollinaire l'a dit, lorsque nous avons eu le forum de Boma, il y avait une recommandation interpellant la société civile par rapport à son rôle. Il est attendu beaucoup de choses de la société civile pour aider les autorités à booster la décentralisation. Je crois que la société civile a quand même un rôle à jouer dans ces pays et la société civile a beaucoup travaillé pour que la RDC arrive à avoir cette réforme. Et même à un moment donné, les plaidoyers de la société civile avaient permis d'éclater les ministères de l'Intérieur avec la décentralisation, parce que la société civile avait fait remarquer que le ministère de l'Intérieur était plus préoccupé par des questions sécuritaires et que les questions de la décentralisation étaient laissées pour compte. Il était important de les dispatcher. Et la société civile a été appuyée par les bailleurs de fonds. Le gouvernement de l'époque l'avait écouté et on a séparé les deux ministères. Mais malheureusement, on sépare, on y revient, on sépare encore. Mais c'est là où la société civile devrait vraiment monter au créneau pour essayer de demander aux autorités si vraiment nous voulons le développement au niveau de la base, si vraiment nous voulons enclencher le développement. Et là, je les lis à la notion de l'atteinte des ODD, parce que la RDC a pris des engagements en rapport avec l'agenda 2030. Si nous voulons vraiment que nous puissions atteindre les ODD, il faut travailler à la base. Il faut impulser le développement à partir de la base. Si au village, au niveau le plus bas de l'administration, on peut avoir l'école, les centres de santé, on peut avoir sa route pour évacuer sa marchandise après avoir élaboré son activité économique à travers les champs, l'élevage et tout ce que nous pouvons avoir. Si on peut aider les niveaux locaux à bien gérer les taxes, les redevances et tout ce qui s'ensuit à travers l'entité territoriale décentralisée qui est les centres, c'est alors que nous aurons les développements, c'est alors que nous pouvons parler de la viabilité. Mais tel que démontré dans notre étude, il se pose une question fondamentale de la viabilité des entités territoriales décentralisées. Si nous laissons la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui, les ETD de la République démocratique du Congo ne sont pas viables du tout. Et l'ancrage du développement local est à re-questionner et c'est la société civile
qui doit lever le temps, c'est la société civile qui doit monter au créneau pour dire, mettons-nous ensemble, essayons de regarder l'ancrage des ETD pour voir est-ce que l'impulsion du développement doit être maintenue à ce niveau, eu égard aux capacités du gouvernement national à transférer les ressources aux entités décentralisées, eu égard à l'inviabilité, si je peux me le permettre, si égale l'inviabilité, la non-viabilité des entités territoriales décentralisées, est-ce que nous pouvons toujours demeurer à garder l'impulsion du développement à ces niveaux? Aujourd'hui, nous avons 1400 entités, plus de 1400 entités territoriales décentralisées. Et le budget de la RDC est resté le même. Même si on parle de 16 milliards de dollars aujourd'hui, mais est-ce que nous arriverons à mobiliser les 16 milliards? Nous arriverons à exécuter les 16 milliards? C'est ça la question qui doit être posée. Et je mets devant vous en face la question du programme des 145 territoires face à la réforme de la décentralisation. C'est des réflexions comme ça que moi, je mets sur la table et je donne l'opportunité à la société civile de l'approfondir, d'aller à fond, de rechercher les informations et de remonter pour mener un plaidoyer au plus haut niveau afin vraiment d'aider la décentralisation à prendre corps, à prendre forme et de rendre les entités territoriales viables. Si on ne le fait pas, et si on garde la situation telle qu'aujourd'hui, il nous faudra pour chaque entité au moins 50 ans pour arriver à la viabilité. C'est ça la problématique que je mets sur la table. Je vous remercie.